Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes en septembre. Comme promis, c'est la rentrée, c'est donc le retour des vidéos 3D sur la chaîne YouTube. Une fois par semaine, on va garder plus ou moins le même rythme. Petit changement en termes de planification. Avant, les vidéos sortaient le samedi, maintenant ce sera le vendredi en fin d'après-midi ou en soirée. Comme ça vous laisse un petit peu plus de temps pour digérer ça tout le week-end et poser éventuellement des questions sur les lives qui sont toujours les dimanches soirs de 21h à 23h sur la chaîne Twitch. Donc, vous posez des questions, je réponds en direct, ou alors je fais des projets 3D, vous posez des questions dessus également. Et il y a une convivialité qui est assez cool, une proximité qui est beaucoup plus établie que sur YouTube, vu que c'est du direct live. C'est quand même plus sympa que de discuter via commentaires interposés. Là, les réactions sont beaucoup plus spontanées. Donc, c'est quand même cool. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet ultra important. Il s'agit des options, des paramétrages de la vue 3D dans Blender. Donc, il y a peut-être des choses qui vont pas vous parler forcément, des choses qui vont vous paraître un petit peu abstraites pour ceux qui ont vraiment suivi la formation et qui ne sont pas allés plus loin. On va parler de rendu, de matériaux, de preview. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais dites-vous que toutes les choses qu'on voit là, on est obligé de le voir maintenant, en ce moment de la formation, parce que ça va vous être utile un petit peu plus tard. Donc il faut garder ça en tête. N'ayez pas peur s'il y a des choses qui sont pas tout à fait claires dans votre tête. J'essaierai d'expliquer les fonctionnalités qui pour moi sont ultra importantes et qui vont vous être utiles plus tard dans tous les cas, donc soyez attentifs. Alors, j'ai juste pris un petit élément ultra basique qui possède des matériaux procéduraux que j'ai fait rapidement, donc tout ça, si vous voulez, on le verra dans une autre vidéo, et j'ai fait un lien de parenté entre un empty et ma modélisation, comme on a vu sur la vidéo précédente. Donc, la première fonctionnalité qui va être ultra utile, c'est quelque chose qui nous permet de filtrer les types d'assets sur la sélection et sur l'édition. Alors, je vais afficher le raccourci clavier comme d'habitude en bas à droite. Pas sûr qu'il y en ait beaucoup dans cette vidéo, ça va beaucoup être des clics et des options, mais on ne sait jamais, comme ça vous ne serez pas perturbé. Donc cette première option, elle est ici. Si je clique dessus, on a Selectability and Visibility. Alors les traductions françaises sont un petit peu compliquées. Visibility, vous l'aurez compris, c'est la visibilité. Et Selectability, c'est... Selectabilité n'existe pas. Donc c'est le potentiel de sélection, donc je vais filtrer la sélection sur des types d'assets. Et si je clique dessus, là je vois que j'ai plein de types d'objets. Là il y a plein de choses qui ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal. Mais en 3D, comme on avait vu précédemment, on a des objets de type mesh, de type curve, de type surface, on a des méta, on a du texte, on a des curves, on a des point cloud, volume, etc., etc. Là, dans ma scène, si je déroule un petit peu mon outliner et que je clique ici, on peut voir qu'on repère deux logos qui matchent entre eux. On a bien un mesh en cylinder qui est celui-ci, le triangle, et on a bien un empty qui est juste ici. Et si je dézoome, je peux éventuellement avoir une caméra, avoir une light. Là, j'avais tout supprimé par défaut, donc j'ai uniquement ces deux types d'assets. Donc si je clique ici sur mon Selectability and Visibility, je vais pouvoir désactiver différents éléments. Je peux désactiver par exemple tous les meshs. Si je clique ici sur l'œil, vous voyez que mon mesh est désactivé. Alors, faites attention parce que maintenant, si je fais un Shift A mesh, que je fais un cylindre et que je le décale, ben, en fait, je peux rien faire. Je peux pas manipuler mon objet parce que par défaut, je dis à Blender de le désactiver. Donc ça peut arriver, des personnes qui débutent, qui se disent, j'ai perdu tout mon travail, même quand je rajoute des trucs, ça fonctionne plus, c'est normal. Vérifiez toujours en haut à droite la visibilité. Là, j'ai juste à le réactiver. Vous voyez comment mon cylindre, il est bien apparu. Je peux le mettre sur le côté. Et maintenant, si je le masque et que je le raffiche, je n'ai rien qui est perdu dans mon fichier 3D. Rassurez-vous. J'ai exactement la même chose pour les empty. Vous voyez que là, j'ai un empty qui est ici sur mon objet. Si je vais dans les options d'affichage et que je désélectionne, hop là, l'œil du empty, il est désactivé. Il est désactivé, mais il est quand même présent dans ma scène physiquement, donc il n'y a pas de problème sur ça. Il n'y a pas de perte de données. Et là, vous allez me dire, ok, donc ça c'est pour la visibilité, mais à quoi ça sert quelque chose qui permet de sélectionner ou non un objet? Alors ça, c'est ultra utile. Imaginons que j'ai plein d'éléments dans ma scène, j'ai des empty, j'ai des curves, j'ai des meshes, j'ai des lights, et je veux sélectionner uniquement mes meshes par exemple. Mais je vais pouvoir dire à Blender, tu désactives la sélection sur l'empty, ils sont tout de même affichables, hein, mais là je peux plus sélectionner avec un clic gauche. Et l'avantage c'est que si j'englobe en laissant foncer mon clic et que je lâche, il me sélectionne tout sauf le type d'asset que je lui ai indiqué. Donc là vous voyez, je pourrais décaler les éléments sans changer le reste. Alors là ça peut peut-être vous paraître anodin, mais ça peut être ultra utile, notamment si j'ai une scène avec plein de lights. Donc imaginons j'ai un point light qui est juste ici, j'en ai un autre juste là, un autre juste là. Donc j'ai plein de lumière dans ma scène. Je veux tout décaler, sauf mon jeu de la light qui est correct. Mais je peux aller ici, me positionner sur les lights et dire à Blender que je ne veux pas permettre la sélection. Comme ça, je peux tout sélectionner
et quand je déplace, je n'aurai pas mes lights qui suivent. Alors ça, c'est ultra utile. Pourquoi? Parce que ça évite à chaque fois de sélectionner à la main, individuellement, chaque élément. Si je sais que je veux tout bouger, sauf un type précis d'élément, je peux le faire facilement. Donc ça, c'est cool. Je vais garder une light, ça me sera utile par la suite. Ça, c'était la première option. On l'utilise pas souvent, enfin du moins on l'utilise pas régulièrement, toutes les 5 minutes, mais de temps en temps, notamment quand vous allez avoir des scènes complexes, c'est ultra utile de savoir que ça existe, et notamment si vous débutez, comme je vous disais, beaucoup font l'erreur de masquer certains types d'éléments, et du coup, ils sont un petit peu perdus, ils se disent non, j'ai supprimé des trucs, non, c'est pas des suppressions, c'est uniquement de l'affichage. Donc ça, c'est quand même rassurant. Ensuite, on a tous les paramétrages en ce qui concerne le gizmo. Donc le gizmo, c'est une représentation simplifiée de l'espace 3D ici. Donc que je peux activer, désactiver. Je peux même aller dans les options si je veux changer plusieurs trucs sur ceci. On a déjà parlé rapidement de ça. C'est pas ultra important, on l'utilise pas régulièrement, donc on va passer pour aujourd'hui, on va se focus vraiment sur l'essentiel. Ensuite, option ultra intéressante, c'est les overlays. Overlay, dites-vous que là, dans votre vue 3D, les éléments présents vraiment dans votre scène, là, c'est uniquement mes mèches, donc à savoir mon vase ainsi que mon cylindre. Donc tout ce qui est la grille du sol, tout ce qui est axe, tout ce qui est empty, tout ce qui est curseur 3D, origine, tout ça c'est une surcouche affichée par Blender. Donc c'est ce qu'on appelle un overlay. Ok? Donc c'est des options supplémentaires qui vont me permettre de faciliter la modélisation, d'apporter des informations, des annotations, etc., etc. Et comment je peux voir facilement ce qui fait partie de l'overlay et ce qui ne l'est pas? J'ai juste à cliquer ici sur ce bouton-là, ça va me désactiver tout mon overlay, et vous voyez que effectivement, là j'ai juste mon cylindre et mon objet. Alors truc qui est un petit peu contre-intuitif, c'est qu'une fois que j'ai ça, si je passe par exemple en mode move, là il va bien m'afficher une option parce qu'il considère que c'est un overlay spécifique à ma fonctionnalité sélectionnée. Mais sinon par défaut, c'est assez perturbant parce que j'ai pas l'outliner tout autour de mon objet qui m'indique ce qui est sélectionné. Ça marche quand même les transformations, mais tout ce qui est surcouche visuelle pour aider l'utilisateur n'est pas présent. Donc je vais le réactiver. Et bien évidemment, qui dit overlay, avec fonctionnalité pour aider l'utilisateur, dit personnalisation. Si je clique sur la petite flèche à côté, j'ai plein d'options qui s'offrent à moi. Je peux désactiver par exemple le floor. Donc le floor c'est quoi? C'est la grille du sol. Pas confondre floor et grid. Grid est uniquement disponible dans les vues orthographiques. Par exemple, si je passe en vue de face avec la touche 1 du pavé numérique, vous voyez qu'en fond, c'est pas mon floor que j'ai. Mon sol, il n'est pas projeté à la perpendiculaire comme ça. Donc ça, c'est une grille. Et maintenant, vous voyez qu'ici, mon grid, il n'est plus grisé. Donc je peux l'activer ou non. Donc ça peut être utile, notamment si vous voulez faire des rendus viewport, partager facilement un screenshot ou autre, mais vous pouvez désactiver ça. Et là, vous avez toute votre modélisation 3D qui est présente sans surcouche. Donc ensuite, on a quoi? On a les différents axes. Par défaut, on a uniquement XY. Des fois, ça aide les personnes d'afficher le Z également, pour une représentation visuelle. Il y a plein de petites options. Le curseur 3D qu'on peut afficher ou désactiver. Tout ce qui est en rapport avec les objets. Donc par exemple le Outline Selected, vous voyez, qui permet d'activer ou non la sélection autour de mon objet. Donc ça, je vous conseille de ne pas toucher aux options de base, mais sachez que tout est présent ici. Il y a l'origine de l'objet aussi. Je vous rappelle que l'origine, c'est ce petit point qui est présent juste là, au centre de mon objet, au centroïde par défaut. Donc je peux le désactiver en cliquant sur origine. Donc toutes ces options, elles sont disponibles. Il y a des choses qui sont plus ou moins intéressantes. Quelque chose qui va être potentiellement utile, c'est ce qu'on appelle le wireframe. Le wireframe, je rappelle que c'est une représentation fil de fer en français de votre topologie. Donc là, il y a deux possibilités. J'ai l'opacity, qui permet vraiment d'avoir l'opacité de mon wireframe, et j'ai le threshold. Alors on ne peut pas avoir le nom en entier là, mais c'est le wireframe threshold, c'est-à-dire qu'on va ajuster l'angle à partir duquel Blender doit considérer qu'il affiche mon edge en tant que wireframe. Beaucoup d'informations dans cette phrase, mais vous allez voir, ça va être très visuel. Par défaut, Blender, il a un certain angle. Donc quand vous avez plein de faces qui sont jointes, chacune de ces faces a un différentiel d'angle. Et Blender va vous permettre d'éviter d'avoir une surcouche trop importante sur vos objets. Vous voyez que là, par exemple, mon cylindre, le wireframe, ça n'entache pas du tout la visibilité. J'ai peu de faces, c'est quelque chose de très visible, donc là on a 100% du wireframe et je reconnais encore mon objet. Par contre, si je retourne sur mon vase, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez que, alors déjà, on a un effet de moiré qui fait quelque chose d'un petit peu bizarre sur mon objet parce que j'ai beaucoup de wireframe. Et également, j'ai trop d'edge, j'ai trop de faces. Donc ça devient presque illisible. Je pourrais même en augmenter la subdivision. Donc ça, on ne l'a pas encore vu, mais ça permet de rajouter des itérations de subdivision. Mon objet deviendrait totalement sombre. Là, je ne vois plus du tout ce qui se passe.
Donc on a une option dans Blender qui est ultra cool dans cette option de wireframe, qui est tout simplement un seuil à partir duquel, vous voyez, on va pouvoir définir le wireframe. Donc là, par exemple, j'ai un affichage beaucoup plus simplifié. J'ai donc un angle à partir duquel il va considérer qu'il doit m'afficher un nouveau wireframe. Alors ça peut être un petit peu traître parce que du coup là j'ai pas toutes mes faces d'afficher. Si je passe en mode édition, vous voyez que j'en ai un certain nombre. Hop là, tac. J'en ai un certain nombre qui ne sont pas forcément affichés. Donc là aussi ça peut prêter à confusion par défaut, mais sachez que l'option existe. Donc je vais désactiver le wireframe. On a le face orientation qui permet de définir l'orientation, de visualiser l'orientation de la face. Ça aussi c'est quelque chose dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais sachez qu'en 3D à chaque fois on a une orientation pour chaque face planaire avec un extérieur et un intérieur. Le bleu étant l'extérieur, le rouge étant l'intérieur. Donc si je vais à l'intérieur d'un objet, vous voyez que mes faces pointent bien vers l'intérieur. C'est pour ça qu'on a du rouge ici. Donc ça c'est le face orientation. On en reparlera quand on fera des choses de modélisation un petit peu plus avancées, un petit peu plus poussées, parce que là aussi, il y a des choses qui peuvent être éventuellement prêter à confusion, qui sont importantes de comprendre. Et après, on a tout ce qui est Viewer Node, on ne va pas le voir aujourd'hui, c'est pas forcément intéressant. Donc ça, vous connaissez, c'est pour voir à travers l'objet, c'est du X-Ray. Voilà, donc que ce soit à travers le cube, le cylindre, pardon, ou, tu peux fatiguer, ou à travers notre objet. Et là, on a 4 types d'affichage. Ça aussi, c'est ultra important. Alors, je vous épargne tout ce qui est options et tout ce qui est panneau ici. Je ne considère pas que ce soit vraiment des paramétrages de la vue 3D. Et on a déjà fait le tour déjà pour la plupart. Là, on a 4 types d'affichage. On a le wireframe, que vous connaissez également un petit peu. Le wireframe, vous remarquez que lui, il va forcer automatiquement dans mon overlay le wireframe qui est présent juste ici. Alors que si je passe en mode solide, je dois moi-même activer le wireframe juste là. En mode wireframe, l'option elle est activée par défaut, et c'est même pire que ça, c'est que la coche qu'il y a devant, je ne peux pas la désactiver. Donc passer en mode wireframe et mettre une opacité à 0 par exemple, reviendrait à masquer les éléments. Donc c'est pas forcément intuitif, on l'utilise jamais, mais sachez que ça existe. Donc le mode wireframe, on va souvent l'utiliser pour avoir une représentation globale de notre scène en mode vue fil de fer. Ça peut permettre également d'alléger l'affichage. Un affichage fil de fer est toujours plus optimisé qu'un affichage solide. Pourquoi? Parce que là, il y a un certain calcul de rebond de lumière ou autre, donc spéculaire, d'éclairage un petit peu factice présent dans ma vue 3D, donc c'est toujours plus lourd. Et sachez qu'à chaque fois que je passe dans un mode d'affichage juste ici, on va passer les 4, on a des options différentes ici sur la petite flèche qu'on appelle le shading. Donc le shading, c'est quoi en français? C'est tout simplement la représentation visuelle, un comportement visuel d'une surface dans mon environnement 3D. Donc là, vous voyez que j'en ai un certain nombre. Si je passe en solide et que je clique sur la petite flèche, j'en ai beaucoup plus. Donc vous voyez, à chaque fois, les options sont définies en fonction de ce qui a été sélectionné. Donc en wireframe, si je clique ici, j'en ai plusieurs. J'ai le wire color, par exemple, pour changer la couleur de mon wireframe. J'ai le background, par défaut, c'est le thème de Blender, mais je pourrais mettre une image world. Je pourrais définir ma viewport comme je le souhaite, par exemple, du vert, si j'ai envie. C'est horrible. Mais pourquoi pas? Il y en a qui aiment bien personnaliser tout ça. On a différentes options sur le X-Ray pour savoir si je vois. Hop là, je vais repasser en thème par défaut, c'est le mieux. Si je vois à travers ou non de mon objet, donc est-ce qu'il est opaque? Vous voyez, là, j'ai vraiment de l'opacité sur mon objet, je ne vais pas voir à travers. Donc c'est un petit peu contre-intuitif vu que par défaut, on a le X-Ray qui est coché. Mais vous voyez, j'ai plein d'options qui s'offrent à nous. J'ai également le Outline pour savoir si je veux rajouter une sorte de liseré autour de mon objet. Donc si je mets par exemple du vert, vous voyez que là, hop là, j'ai un liseré vert qui apparaît autour de mon objet. Donc tout ça, à ne pas confondre avec celui qui est présent dans la sélection. Celui-là est paramétrable dans les options. Tout ça, c'est des options d'affichage. Donc un avis pour le wireframe. Si je passe ici, en solide, vous voyez qu'il y a des options qui arrivent à transiter d'un paramétrage d'affichage à l'autre. Par exemple ici, mon wireframe que j'avais défini, mon outline pardon, en vert fluo, si je vais sur le solide et que je clique ici, tout en bas, j'ai la même option. Donc je peux le remettre par défaut avec quelque chose de noir à 100%. Ça permet d'avoir une meilleure lisibilité, je trouve. Donc là, on a plein d'options qui sont intéressantes. Vous remarquez qu'en haut, on a un aperçu de mon matériau, avec des gros guillemets, de mon shading d'affichage dans ma viewport. Je peux le changer. J'ai différents types. Ça va changer un petit peu la manière dont votre objet est perçu. Donc ça n'a rien à voir avec des matériaux de rendu qu'on verra bien plus tard. Ça, c'est tout simplement une preview, donc une approximation de ce que pourrait ressembler votre objet avec un matériau qui ressemble à ceci, mais ce ne sera pas le matériau final. Donc j'ai également du matcap, qui est un paramètre bien spécifique, vous voyez, pour avoir des représentations sur des objets et qui permettent d'analyser par exemple la topologie. Donc là, j'en ai de plein de sortes. Donc voilà, ça existe. J'ai du flat également, qui est une couleur vraiment aplatie
d'une couleur comme le nom l'indique. Et sachez que par exemple, du flat avec en plus dans l'overlay, si je me mets en wireframe, ça peut permettre d'obtenir des représentations visuelles assez sympas pour avoir une vue globale de votre scène sans pour autant alourdir vraiment les informations. Parce que tout ce que je vous présente là, c'est quelque chose qui est optimisé pour la viewport. Donc c'est quelque chose qui est censé être rapide. Ensuite, j'ai plein de petites options. Vous voyez que là, par défaut, on a une sorte d'éclairage qui est simulé par défaut sur mon objet. Vous voyez que là, j'ai des reflets. Tout ceci, on peut l'activer ou le désactiver. C'est ce qu'on appelle le specular lighting. Et je peux l'activer ou le désactiver. Et il y a toujours un éclairage qui est fait par défaut dans Blender. Et il y a même une ombre qu'on peut lui demander de simuler. Mais tout ceci, là où j'insiste bien sur ça, c'est que c'est quelque chose qui est factice, qui est simulé pour votre vue 3D, mais qui ne sera pas récupéré vraiment dans votre rendu. Donc j'ai par exemple ici possibilité également de mettre une sorte d'environnement avec une rotation, oui, pour faire tourner l'ombre avec mon éclairage. Et surtout, si je rajoute un mesh de type plane, donc un sol, ce qui va être ultra intéressant, c'est que dans ces options-là, je vais pouvoir cocher le shadow. Et le shadow, vous voyez que quand je tourne cette rotation-là, il n'y a rien qui se passe, parce que c'est vraiment une ombre qui est définie de manière totalement à part. Donc j'insiste bien sur le mot factice, parce qu'elle est fausse cette ombre, c'est juste quelque chose pour vous aider en représentation 3D. Et si je vais ici sur les petites options, je vais pouvoir changer la direction de la source de lumière. Donc ce n'est pas un vrai éclairage. Vous allez voir dans Blender qu'on peut rajouter des vraies sources de lumière qui vont projeter une véritable ombre. Là, c'est uniquement quelque chose qui peut vous aider à avoir une représentation, mais qu'il ne faut pas prendre comme vraiment élément dans votre scène 3D. Vous remarquez qu'ici, j'ai un éclairage, j'ai bien une light. Je vais la positionner par exemple à gauche de mon objet. Donc là, intuitivement, on pourrait se dire, ben, mon ombre elle doit être projetée à droite. Vous voyez que le fait de bouger cette light-là, ça va en aucun cas impacter ici mon ombre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir. Donc ça, c'était pour le mode solide, c'est celui qu'on utilise le plus régulièrement. Les deux derniers, c'est vraiment des représentations qui vont s'approcher un petit peu plus du rendu. Donc un rendu, c'est quoi? C'est récupérer toutes les informations de votre scène 3D, les modélisations, les matériaux, les éclairages pour le convertir en image. C'est vraiment le processus final quand on veut, entre guillemets, exporter notre scène 3D dans une image. C'est ce qu'on appelle un rendu. Donc on en a deux sortes ici. En termes d'affichage, on a un Material Preview Mode. Donc c'est quelque chose qui va me représenter un aperçu de mes matériaux. Et on a vraiment le Render Preview. Là, ce n'est pas un aperçu de mes matériaux, mais c'est un aperçu de mon rendu. C'est quoi la différence entre ces deux? C'est que le dernier, par défaut, il va prendre le calcul de toutes mes ombres, de tous mes éclairages en fonction de ce qui est présent dans la scène, alors que celui-ci, vu que c'est une preview, mais il va uniquement utiliser des éléments que vous avez définis comme l'ombre qu'on a ici un petit peu, hein, et lui va vous faire un aperçu. Donc je vais vous montrer tout simplement la différence, vous allez très vite comprendre. Si je vais là, hop là, Material Preview, vous voyez que j'ai toujours la même ombre comparé à tout à l'heure. Si je vais entre là et là, j'ai plus ou moins la même direction du moins. Celle-ci un petit peu plus précise. Si je vais sur la petite flèche à droite, vous voyez que là aussi, j'ai plein d'options. Donc j'ai la rotation de mon environnement, donc environnement que je peux changer ici d'ailleurs, si je veux vraiment une représentation différente. Donc ça également, on le verra plus tard, mais sachez que ça existe. J'ai l'intensité de celle-ci, j'ai l'opacité de mon world, donc je pourrais même l'afficher, vous voyez, dans ma vue 3D. Donc c'est vraiment cette image-là qui va impacter mon environnement, ma preview. Donc je vais le remettre à 0. Et j'ai plein d'options sur ça. J'ai même des passes si je veux découper. Donc là, c'est des notions beaucoup plus avancées. Si je veux découper mon image en plein d'éléments, j'ai du compositing, j'ai plein de choses. Sachez juste que ceci, le Render Pass Combine, c'est la combinaison de tous les éléments que calcule Blender pour vous afficher ce qu'il y a là. Donc je pourrais par exemple lui dire, moi je vais afficher que l'ombre, donc le shadow, et là il va mettre un petit peu de temps à calculer, mais normalement il devrait vous afficher uniquement ce qu'on appelle une passe, donc un AOV, un calcul d'ombre, et toute la juxtaposition, tout le calcul de ça, en biotoclusion également par exemple, tous ces calculs-là, quand vous les additionnez, ça donne ce qu'on appelle le combine, c'est ce que vous avez sous les yeux. Donc je vous disais, il y a des notions qui sont encore un petit peu abstraites, qu'on verra plus en détail plus tard, mais sachez que ça fonctionne comme ça. Une simple image, en fait, c'est le calcul, l'addition de plein d'éléments présents dans votre scène 3D. Mais là, moi, je suis un petit peu embêté parce que j'aimerais bien voir en temps réel mon éclairage, l'impact que ça a sur ma vue 3D. Par défaut, je peux le faire. Je peux aller ici dans Lighting et j'ai quelque chose qui s'appelle le Scene Lights. Ça signifie quoi? Ça signifie que Blender va non pas utiliser une light par défaut factice pour ma vue 3D, mais les véritables éclairages présents dans ma scène 3D. Donc si je clique ici, vous voyez que de suite, mon ombre, elle est projetée à droite. Et si je déplace ma light, j'ai bien
une ombre en temps réel qui va se déplacer. J'ai toujours un éclairage ambiant que je peux désactiver en cliquant sur le Scene World, parce que vu que je n'ai pas défini de world dans ma scène, je n'ai pas d'image par défaut, donc là c'est uniquement ma light qui va définir l'éclairage. Donc là vous voyez que j'ai quelque chose qui est dynamique. Et du coup si je passe dans la dernière option, Display Render Preview, ça va rien changer. Alors pourquoi ça change rien entre les deux? Mais parce que vu que j'ai forcé dans la preview d'utiliser les éclairages et le world de ma scène, mais par défaut, j'ai aucun changement. Par contre, avec les paramétrages de base, où j'ai aucun élément, si je passe dans le dernier rendu, là j'ai bien un changement qui s'effectue. Donc en gros, à quoi ça sert d'avoir ces deux trucs? Souvent, quand on fait une scène 3D, on va d'abord faire les modélisations, les matériaux, etc., etc. Et les éclairages viennent à la fin. Mais il est parfois utile de voir à quoi ressemble un matériau, par exemple ce matériau-là, mais qu'est-ce qu'il donne avec un éclairage. Et j'ai pas envie de brûler les étapes et de me forcer à faire un éclairage dès le début. Donc Blender, avec le Material Preview Mode, il permet d'avoir un aperçu de vos matériaux, parce qu'on n'en a pas parlé, hein, mais la grosse différence entre le Solid Mode et le Material, c'est que là, je peux voir mes textures avec mes matériaux, ce qui est ultra intéressant. Donc Blender, il vous permet de voir vos matériaux avec un éclairage qui vous propose par défaut, que vous pouvez éditer éventuellement, avec la rotation, tout ce qu'on a vu avant, mais qui n'est pas un éclairage final. Si jamais vous faites un éclairage en rajoutant des lights, je vous conseille de passer ici dans le Render Preview, où là c'est vraiment l'étape un petit peu plus finale qui va être dynamique en fonction de tous les éléments que vous avez dans votre scène. Et si vous n'avez pas fait de world, en fait l'avantage du Material Preview Mode, c'est que vous pouvez dire à Blender, je vais utiliser mes lights, mais j'ai pas fait mon world encore dans ma scène, donc utilise que mes lights. Mais le world, garde celui-là de Blender, donc par exemple celui-ci. Et là vous voyez, il va bien arriver à additionner les informations. Donc en fait, ce qu'on a en haut, c'est un petit peu les étapes de travail. D'abord, on va utiliser ceci pour la modélisation. Ensuite, lui, quand on va faire ce qu'on appelle le surfacing des matériaux. Et lui, quand on va plus passer sur le côté éclairage, donc avec gestion dynamique et affichage global de mes éléments. Donc voilà, c'est à peu près tout. On a fait le tour. Il y a beaucoup d'informations. J'ai conscience qu'il y a beaucoup de notions qu'on n'a pas encore vues dans la formation. Le problème, c'est que je suis obligé de vous présenter ça aujourd'hui parce qu'on va faire plein de passages d'un à l'autre au fur et à mesure de la vidéo. Et pour des choses basiques comme on a vu aujourd'hui, il faut avoir connaissance de cette existence-là. Donc on y reviendra, hein, quand on fera les matériaux, je vais vous réexpliquer très rapidement ce qu'est le Material Preview Mode. Quand on fera les éclairages et le rendu, je vous expliquerai rapidement ce qu'est le Render Preview. Et on verra un petit peu tout ça au fur et à mesure, mais au moins, vous avez les bases. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait beaucoup d'informations, je sais. N'hésitez pas si vous voulez à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos qui vont sortir. Comme j'ai dit, une par semaine au minimum. De temps en temps, peut-être qu'il y en aura le mercredi, mais je m'avance pas forcément parce que ça va dépendre du temps que j'ai à ma disposition. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée pour ceux qui sont rentrés, une bonne vidéo, bon apprentissage et à la prochaine. Ciao tout le monde.